Bonjour et bienvenue dans ce cours de biophysique du milieu intérieur. Dans cette partie, on traitera ensemble le rein artificiel et on verra ensemble quelques notions de cours avec des QCM corrigés. Le rein artificiel est souvent synonyme d'hémodialyse et l'englobe en fait l'ensemble des modalités d'épuration extra-rénale qui est capable de restaurer de façon périodique le milieu intérieur de patients qui souffrent d'insuffisance rénale chronique. Elle fait appel à différentes modalités techniques qui font intervenir bien sûr des principes physiques élémentaires tels que la diffusion, la convection, l'absorption et l'osmose. Et la bonne connaissance de ces principes qui régissent les échanges de solutés en dialyse est indispensable pour comprendre le fonctionnement d'un rein artificiel. Lorsque les reins ne fonctionnent plus, les déchets et l'excès d'eau peuvent être retirés du sang grâce à l'hémodialyse ou à la dialyse péritonéale. Dans en fait l'hémodialyse, le sang est transféré de l'organisme vers un dialyseur qu'on appelle rein artificiel qui filtre le sang. Afin de faciliter le transfert du sang, une connexion artificielle entre une artère et une veine qu'on appelle fistule artério-veineuse est réalisée. Alors que pour la dialyse péritonéale, le péritoine est utilisé en fait comme filtre. Et le péritoine en fait est une membrane qui tapisse la cavité abdominale et recouvre les organes abdominaux, créant ainsi un espace dans l'abdomen appelé espace péritonéal ou cavité abdominale. Dans l'hémodialyse, le sang et le dialysat de composition qui est proche du plasma traverse le dialyseur et bien sûr de part et d'autre d'une membrane qui a des compositions particulières. Alors normalement il existe plusieurs, ils diffèrent en fait selon leur composition biochimique. On peut trouver des membranes cellulosiques, des membranes substituées, des membranes synthétiques ou bioactives. Et bien sûr bioactives parce qu'on enrichit ces membranes par des molécules qui ont un intérêt particulier. Alors une fois en fait la dialyse est prescrite, généralement un accès au système vasculaire est indispensable. Dans une situation d'urgence, on ponctionne une veine de gros calibre, par exemple la veine jugulaire interne, la veine sous-calvière ou la veine fémorale, qui permet bien sûr un débit suffisant, qui est environ de 300 millilitres par minute. Alors que pour un traitement chronique, une fistule artério-veineuse est nécessaire. Alors une fois on prend du sang pour l'injecter dans le dialyseur, il faut le passer via une pompe et bien sûr pour avoir un débit qui a une valeur précise. Alors bien sûr le sang, l'introduction du sang dans les tubulures et dans le filtre déclenche un problème de coagulation. C'est pour cela en fait qu'on injecte avant l'entrée du dialyseur, on injecte dans le sang de l'héparine. Et l'héparine en fait c'est un anticoagulant d'action immédiate. Alors une fois la dialyse est effectuée à l'intérieur de dialyseur, le sang, qui est généralement pauvre des molécules qu'on cherche à enlever du sang, et ces molécules que bien sûr le rein n'arrive pas à s'en débarrasser, et bien sûr le sang il devrait traverser une partie qui sert à détecter l'air et l'enlever parce qu'il ne faut pas réinjecter ou injecter des bulles d'air à l'intérieur du sang. Et après, on a le retour du sang dans le système veineux. Pour le dialysat, en fait, on injecte
un dialysat qui est concentré, qui contient des molécules, comme j'ai dit tout à l'heure, des molécules qui ressemblent aux compositions de celles du plasma. Et le dialysat, en fait, elle est injecté en présence de l'eau déminéralisée. C'est de l'eau qui est filtrée par osmose inverse ou en présence des résines échangeuses d'ions. Une fois en fait ces deux molécules en fait sont mélangées, c'est-à-dire l'eau déminéralisée avec le dialysat concentré, il y aura bien sûr un contrôle de ce mélange pour savoir exactement quelle composition on a exactement dans le dialysat. Et après, il y a bien sûr un contrôle physico-chimique basé sur la mesure de la conductivité électrique et la mesure de la température. Et après, on fait entrer le dialyseur dans le dialysat, pardon, dans le dialyseur qui sera en fait en contact avec le sang via la membrane. Et après, une fois ces équilibres, si vous voulez, ou ces échanges entre le dialysat et le sang s'effectuent, après on a le dialysat qui passe après, bien sûr, vers la partie usée. Et avant d'y arriver, il passe bien sûr pour voir s'il y a une détection du sang, s'il y en a du sang, bien sûr, dans le dialysat. Et bien sûr, on utilise également une pompe qui induit une pression négative pour attirer l'eau vers le dialysat usé. Pour la composition du dialysat, en fait, si en fait la composition du plasma elle est relativement fixe, celle en fait du dialysat préparé et pour l'hémodialyse est modifiable et permet bien sûr d'orienter le transfert de chaque soluté. Et toujours selon le principe de diffusion passive qui suit un gradient de concentration. Par exemple, si le bain de dialyse a une concentration nulle en urée et en créatinine, alors ceci en fait, il favorise leur extraction. Alors par exemple, si on a une concentration plus élevée en calcium, bien sûr, c'est là, ceci en fait engendre un flux diffusif inverse du plasma vers le dialysat. Dans la dialyse péritonéale, les échanges en eau et en soluté s'effectuent entre le dialysat, introduit artificiellement dans la cavité péritonéale, et les vaisseaux sanguins. Le péritoine joue le rôle de membrane naturelle. Et le dialysat est renouvelé généralement 4 à 5 fois par jour. Le transfert des solutés et de l'eau fait intervenir deux mécanismes fondamentaux. La diffusion, qu'on appelle également conduction, la convection, qu'on appelle également ultrafiltration, auquel s'ajoute le transfert par osmose et l'adsorption. Le transfert par diffusion est un transport passif de soluté du sang vers le dialysat au travers de la membrane de dialyse sans passage de solvant. Le transfert inverse du dialysat vers le sang est désigné sous le terme de rétrodiffusion. Le débit du transfert diffusif, ça veut dire en utilisant le principe de diffusion, et dépend de trois facteurs qui sont en fait le coefficient de diffusion, la membrane de dialyse et le dialysat. Et ceci en respectant la loi de Fick qu'on verra en détail dans les prochaines diapos. Le deuxième transfert qui est la convection est un transfert simultané du solvant et d'une fraction des solutés qu'elle contient sous l'effet d'une différence de pression hydrostatique. Elle peut s'opérer soit du compartiment sanguin vers le dialysat,
soit du dialysat vers le sang, et dans ce cas-là, on l'appelle rétrofiltration. Le troisième transfert est l'osmose. Et l'osmose, en fait, il s'agit d'un transfert de solvant sous l'effet d'une différence de pression osmotique. Le dernier est le transfert par adsorption. Et dans ce cas-là, les protéines telles que l'albumine peuvent dans une certaine mesure être adsorbées sur la membrane de dialyse. Il en est de même pour des substances fortement liées aux protéines telles que, par exemple, l'homocystéine. Ce mécanisme d'adsorption, en fait, contribue en partie à l'extraction de ces protéines du sang. L'adsorption des protéines est une propriété, bien sûr, exclusive des membranes hydrophobes. Le transfert de molécules à travers la membrane lors de la dialyse est régi par la loi de Fick. La première loi de Fick est utilisée lorsque la concentration de molécules est constante lors de la dialyse. Et la deuxième loi de Fick, on l'utilise lorsque cette concentration change avec le temps. Ça veut dire que la personne qui fait la dialyse s'alimente en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une formation en continu de ces molécules qu'on cherche à faire passer la membrane. Alors la première loi de Fick qui nous concerne en fait dans ce cours est en fait c'est le flux. Le premier paramètre c'est le flux. C'est le flux de particules qui traverse la membrane en nombre par seconde, c'est-à-dire le mol, hein, un mol par seconde. Il faut faire attention entre le flux et le débit. Le débit en fait, le débit c'est un volume. C'est un volume par le temps. C'est-à-dire hein, en système international, c'est le mètre cube par seconde. Après, deuxième terme, c'est le coefficient de diffusion. Elle est en mètres carrés par seconde. A, c'est l'air, c'est en mètres carrés, c'est une surface. Delta C, c'est la concentration entre les deux compartiments, c'est-à-dire le dialysat et le sang, c'est C1 moins C2. Et l'unité en système international, c'est le mol par mètre cube. Et delta X, c'est l'épaisseur, c'est M. Alors on considère en fait un cube dans lequel s'effectue la dialyse. Et on considère cette cube, c'est le dialyseur en fait. Et le dialyseur en fait, il est formé par la partie du sang dont la concentration qu'on cherche à faire passer à travers la membrane, c'est C2. Et de l'autre côté, c'est le dialysat dont la concentration est de C1. Alors, au début de la dialyse, la concentration C1, elle est égale en fait à 0, hein, parce qu'il n'y a pas encore de molécules qui ont passé la membrane. Et la concentration C2 de l'urée ou de la molécule qu'on cherche à faire passer, la molécule généralement que le rein n'arrive pas à s'en débarrasser, elle est égale à la concentration vraiment de cette molécule donnée, hein, à T, au moment où la dialyse commence. Et au fur et à mesure, bien sûr, il y aura un équilibre entre les deux compartiments, c'est-à-dire les deux concentrations à l'équilibre C1, elle est égale à C2. Bien sûr, les concentrations sont égales, mais les quantités non, parce que le volume de C1 est largement supérieur au volume dans le compartiment 2. C'est-à-dire, par exemple, si le sang est autour de 5 litres, dans le dialysat, il peut aller jusqu'à 70 litres. Pour comprendre mieux qu'est-ce que c'est que la dialyse ou l'hémodialyse et surtout l'utilisation de la loi de Fick, on a en fait un rein artificiel qui comporte une membrane perméable à l'urée, de surface totale d'échange de 20
décimètres carrés, d'épaisseur 30 micromètres. Après, on a le flux de l'urée que le rein n'arrive pas à s'en débarrasser, traverse la membrane dans les conditions initiales, elle est de 4 fois 10 à la puissance moins 4 mol par seconde. Et le coefficient de diffusion, c'est une constante, c'est 3 fois 10 à la puissance moins 9 mètres carrés par seconde. Et on cherche à calculer la concentration plasmatique initiale, c'est-à-dire avant de commencer la dialyse. Alors on considère que, pareil, ce qu'on a vu dans le diapo précédent, qu'on a le dialyseur, il est formé par la partie sang qui arrive du patient et l'autre côté c'est le dialysat, c'est la solution en fait physiologique qui arrive du, du dialysat en fait, de l'eau de l'eau déminéralisée si on veut, ultra pure, plus des molécules qui ressemblent qui ont des concentrations équivalentes à celles des molécules qu'on a dans le sang. Et bien sûr, on a dans le sang, on a une concentration qui est C2 en urée, et dans le dialysat, la concentration, elle est de C1. Et la question, c'est de calculer la concentration plasmatique initiale, ça veut dire C2. Hein. On cherche à calculer C2 avec C1, il est égal à 0. Alors, si on applique la loi de Fick, donc le flux est égal à moins D fois A fois delta C sur delta X, on cherche à calculer delta C. Et delta C, en fait, c'est C1 moins C2 avec C1, c'est 0. C2, c'est la concentration qu'on cherche à calculer. Et si on fait application simple, donc le flux, on a déjà la valeur, c'est 4 fois 10 à la puissance moins 4. Delta X, bien sûr, il faut faire attention, c'est un système international, donc c'est 10 à la puissance moins 6 mètres. Là, le coefficient de diffusion, c'est 3 10 à la puissance moins 9. Et la surface de cette membrane, c'est 20 décimètres carrés. Donc, il faut la changer en mètres, c'est 20 10 à la puissance moins 2. Et on trouve en fait la valeur de la concentration plasmatique initiale en urée dans le sang. Elle est de 20 millimolaires, ça veut dire c'est la valeur, la réponse c'est A. Le deuxième exercice, donc on souhaite épurer 5 litres de sang qui contient une concentration en urée de 3,8 g par litre à l'aide d'un rein artificiel. Bien sûr, la concentration en urée elle est uniformisée par la pompe cardiaque et la solution physiologique de l'épurateur a une concentration initiale nulle en urée et a un volume de 60 litres. Et bien sûr, la concentration dans la solution physiologique est également uniformisée par une pompe qui est mécanique. Et on suppose qu'à partir de t égale 0, la formation de l'urée est stoppée, c'est-à-dire on applique la première loi de Fick qui fait intervenir la concentration fixe, c'est-à-dire qui ne change pas avec le temps. Donc après un temps suffisamment long, c'est-à-dire à la fin de la dialyse, quelle est la concentration en urée dans le circuit du rein artificiel? C'est-à-dire lorsque la concentration de l'urée est égale dans les deux compartiments. Alors généralement, euh, on utilise même procédé qu'on a vu dans l'exercice précédent. Donc donc on a le dialyseur avec le sang à droite, hein, qui a une concentration en urée C2, et à gauche, c'est le dialysat qui a une concentration, bien sûr, en urée CC1. Et bien sûr, on a le sang qui arrive vers le compartiment qui est le compartiment sanguin avec une concentration, bien sûr, C égale 3,8 grammes par litre. C'est C0 si on veut. Et pareil, dans le dialysat, on a la solution physiologique qui arrive. Donc, pour en fait résoudre cet exercice, donc on a la concentration initiale, c'est 3,8 grammes, qui va rentrer à l'intérieur du dialyseur. Cette concentration de 3,8 grammes par litre, qui va en fait se partager entre les deux compartiments lorsqu'on a un équilibre. C'est-à-dire que si on a une masse qui rentre à l'intérieur de 3,8 grammes, elle va en fait se partager entre les deux compartiments. Donc la masse initiale de l'urée égale la masse du sang dans le compartiment sang, plus la masse de l'urée, hein, dans le compartiment dialysant. Et les deux égale la masse initiale de l'urée.
Alors, si on prend cette équation-là, on peut l'écrire en utilisant la concentration et le volume. Donc, la masse du sang dans l'urée est égale à la concentration de cette urée fois le volume sanguin. Et pareil pour le premier terme et le deuxième terme, qui est en fait la concentration de l'urée dans l'urée artificielle multipliée par le volume d'urée artificielle qui est donné. Si on continue à l'équilibre, bien sûr, ce qu'on aura à l'équilibre, c'est que la concentration de l'urée dans le sang égale la concentration de l'urée dans l'urée artificielle, qui égale une concentration de l'urée à l'équilibre. C'est la concentration en fait qu'on cherche à calculer. Et on peut écrire cette équation-là de la sorte. C'est-à-dire c'est la concentration de l'urée fois le sang fois, on sort la concentration qui sont en fait égales, qui est égale à C urée équilibre fois le volume du sang plus le volume du rein artificiel ou le dialysat. Et après, on peut écrire que la concentration de l'urée à l'équilibre égale ce terme divisé par le volume total du sang plus le dialysat. Et si on fait calcul numérique, on trouve que la concentration de l'urée à l'équilibre, c'est 0,29 g par litre. Alors, le dernier exercice, c'est la même chose que celui précédent. Et dans ce cas-là, en fait, on cherche à calculer le flux de l'urée à travers la membrane dans les conditions initiales. Et je répète, les conditions initiales, ça veut dire qu'on n'a pas encore commencé la dialyse. C'est-à-dire à la concentration en A, c'est la concentration dans cet exercice, c'est la concentration de l'urée dans le sang avant de commencer la dialyse. Si jamais on pose la question comme l'exercice précédent, on cherche à calculer la concentration de l'urée à la fin de dialyse, c'est en fait c'est la concentration à l'équilibre. Alors pour cet exercice, c'est la même chose. On utilise la première loi de Fick qui relie le flux avec le coefficient de diffusion, la surface de la membrane et bien sûr la différence de concentration et l'épaisseur. Et là, on cherche à calculer le flux, sachant que ce qu'il faut calculer, ce qui nous manque en fait dans cet exercice, c'est la concentration. Alors delta C, c'est C1 moins C2, puisque c'est la condition, dans les conditions initiales qu'on cherche à calculer la concentration, ça veut dire que C1 est égal 0. Donc 0 moins C2, ça fait moins C2. Et C2, c'est vraiment, il faut, puisque en fait, on nous donne la concentration en grammes par litre, donc il faut la convertir en unité de mol par mètre cube au mol par litre. Donc la concentration massive, c'est 3,8 et la masse molaire de l'urée, c'est 60. Et ça nous donne moins 3,8 sur 60 et on trouve 0,06 mol par litre. Et après, bien sûr, on peut la convertir en mol par mètre cube pour avoir le système international, le mètre, le Kelvin, seconde, ampère, MKSA. Et après, bien sûr, on peut calculer le flux en appliquant la relation et on trouve bien sûr que le flux c'est 3 fois 10 à la puissance moins 4 mol par seconde. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.